Bonjour à tous, je vous ai réunis aujourd'hui pour vous présenter les résultats d'une étude que j'ai menée de novembre 2018 à mai 2019 auprès de 10 collectifs d'éleveurs. L'objectif de cette réunion est de discuter avec vous des résultats et surtout d'avoir votre point de vue et vos éventuels commentaires vis-à-vis de ces données. Du coup, cette étude, elle s'intéressait aux enjeux de l'autonomie alimentaire pour les éleveurs de bovins viande engagés dans un collectif. Et du coup, la question, c'était quel accompagnement et quels critères de performance pour ces systèmes d'élevage. Et voilà. Et ce projet a été réalisé dans le cadre du projet Atari. C'est un projet de recherche dans lequel du coup je travaille en partie et qui cherche à développer une réflexion sur le processus d'accompagnement des agriculteurs. Et ce projet a comme objectif de produire des connaissances et des outils pour le développement de systèmes agroécologiques. Au niveau du contexte et de l'enjeu de l'étude, du coup, je ne vous apprends rien. Le milieu de l'élevage, du coup, est confronté à de nombreuses problématiques et de nombreuses critiques, comme l'élevage émet de plus de gaz à effet de serre que les transports, le problème avec manger de la viande nuit à la biodiversité, et mordu de viande, l'Europe alimente la crise climatique par son addiction au soja. Et par contre, ce qui nous a intéressé avec cette étude, c'était qu'il y a eu depuis en début d'année, en fait, il y a eu le projet du coup TIFA, c'est le scénario TIFA qui a été développé et qui a mis l'accent sur les légumineuses afin de maximiser l'apport d'azote aux cultures et l'apport de protéines dans l'alimentation humaine. Mais surtout dans son scénario, il souhaite minimiser la consommation de monogastriques nourris aux céréales, mais par contre maintenir une consommation de viande bovine afin de valoriser les prairies permanentes. Et cette réflexion est basée sur la volonté de promouvoir l'élevage extensif à l'herbe. C'était entre autres pour ça qu'on s'est intéressé à cette démarche d'autonomie alimentaire, pour voir en fait mieux comprendre la performance de ces systèmes et voir en fait comment s'ils sont vraiment performants ou non et en quoi ils le sont. Un autre intérêt de l'étude aussi, c'est qu'on s'est rendu compte que une majorité des GI2E travaillent sur la thématique autonomie alimentaire en France. Enfin, on le voit sur le graphique. Du coup, sur le graphique intérêt de l'étude, diapo 3, Jean-Luc, qui montre que la thématique autonomie alimentaire est très fortement traitée au sein des GI2E présents en France. En ce qui concerne la méthodologie de l'étude, j'ai suivi du coup 10 collectifs, 9 GI2E et un non formalisé en GI2E travaillant sur la thématique autonomie alimentaire. Du coup, comme vous pouvez le voir sur la carte, ils sont principalement situés dans le sud-ouest de la France, mais j'en ai suivi un également dans le nord de la France. J'ai réalisé à chaque fois des entretiens semi-directifs, en présentiel ou par téléphone. Et à chaque fois, j'interrogeais par collectif l'accompagnant du collectif et 2 éleveurs de bovins viande qui engraissent à minima une partie de leur troupeau. Et au total, j'ai eu 30 entretiens réalisés avec 20 éleveurs et 10 accompagnants. Voilà. On en arrive du coup aux objectifs de l'enquête et à l'organisation du questionnaire. Voilà, du coup, à chaque fois, comme je l'ai dit, j'avais un entretien avec l'accompagnant du collectif et avec deux éleveurs. En ce qui concerne l'éleveur, ce qui m'intéressait, c'est d'avoir des informations sur son système agricole et sur son historique d'installation. Après, je cherchais à obtenir des caractéristiques, les caractéristiques et les objectifs selon lui qu'il avait de participer à un collectif et les objectifs qu'il avait avec le collectif auquel il participait. Et après, je cherchais à mieux comprendre en fait ces objectifs par rapport à la démarche d'autonomie alimentaire qu'il essayait de développer sur son exploitation. En ce qui concerne l'accompagnant, le questionnaire du coup était le pendant du questionnaire de l'éleveur. Du coup, à chaque fois, je souhaitais avoir une présentation de l'accompagnant, de son parcours professionnel et de son parcours scolaire. Je cherchais à avoir aussi de son point de vue, en fait, un historique et une description du collectif. Et enfin, quel était selon lui l'intérêt de la démarche autonomie alimentaire. Que ce soit pour l'éleveur et pour l'accompagnant, après, le questionnaire s'articulait en 4 parties autour de la performance. Du coup, on a cherché à questionner
les accompagnants et les éleveurs sur la performance de ces systèmes qui allaient vers l'autonomie alimentaire à travers du coup 4 axes: performance agricole, performance économique, sociale et filière, et à essayer de faire émerger des pistes pour améliorer la performance de ces systèmes grâce entre autres du coup à l'accompagnement de ces collectifs. Voilà comment s'organisaient en fait les deux questionnaires et quels étaient nos objectifs par rapport à ces entretiens. On cherchait aussi à voir si les avis du coup des agriculteurs et des accompagnants convergeaient vers une vision commune. Caractéristiques des éleveurs interrogés. On s'est rendu compte du coup que la grande majorité des éleveurs interrogés possèdent moins de 100 mères. La totalité des éleveurs ont des races bovines dites à viande. Du coup, 11 ont des races dites traditionnelles, type blonde d'Aquitaine et charolais. 9 ont des races dites rustiques, type Aubrac, Gasconne, Salers et Basadé. Et 6 éleveurs sur 20 détiennent 2 races sur leur exploitation, dont 5 ont un troupeau de race traditionnelle et un petit troupeau de race rustique. C'est-à-dire par exemple que 5 des éleveurs que j'ai interrogés avaient un troupeau de blondes d'Aquitaine, et par exemple un avait un petit troupeau de race Pyrénéica, une race du sud-ouest de la France, et il essayait de développer du coup cet atelier en complément de son atelier blonde d'Aquitaine pour essayer de développer du coup un élevage beaucoup plus à l'herbe que ce qu'il pouvait faire avec les blondes d'Aquitaine. Et plus de la moitié des éleveurs pratiquent le pâturage tournant dynamique. C'était aussi souvent une thématique traitée au sein du collectif. C'était aussi parfois souvent la raison de la création des collectifs. Ils travaillaient sur la technique du pâturage tournant dynamique. Et la majorité des éleveurs également ne détiennent pas de label spécifique. Mais ça, on y reviendra un peu plus tard. Et finalement, on s'est rendu compte que faire une typologie des éleveurs interrogés reste compliqué. En ce qui concerne la caractéristique des accompagnants interrogés, tous ont suivi une formation agricole. 6 sur 10 sont des femmes, enfin 6 sur 9, parce que j'ai oublié de le préciser, il y avait 10 collectifs suivis, mais finalement un des collectifs était suivi par le même accompagnant. Voilà, et du coup, ce sont des femmes. Généralement, les accompagnants ont entre 25 et 32 ans, non originaires du milieu agricole. Et pour la majorité, leur poste est leur première expérience en tant qu'accompagnant de collectif. Et les collectifs ont tous plus de 2 ans d'existence et la majorité des accompagnants en sont en charge depuis minimum 2 ans. Ça, c'est un détail non négligeable parce que ça nous permettait de voir en fait que finalement les collectifs avaient un relatif recul par rapport à enfin, c'est pas des collectifs jeunes qui datent de 6 mois, quoi. Ils pouvaient avoir un certain recul sur le travail qu'ils avaient fait avec le groupe. Voilà, on en arrive à objectifs à attendre des éleveurs vis-à-vis du collectif. Du coup, par leur participation au collectif, les éleveurs attendent principalement un apport de technicité et des partages de connaissances. Et on se rend compte que le collectif est une force pour développer le système des éleveurs. Voilà, il y avait 13 éleveurs sur 20 interrogés ont dit que le collectif, du coup la forme collective est une forme assez importante pour développer leur système. Non, même 5 ont dit que c'était le collectif était essentiel pour développer leur système. Et le collectif est une aide pour compenser les difficultés rencontrées en début de démarche. Du coup, 5 éleveurs font référence aux échanges et au partage de connaissances apportés par le collectif, et 7 éleveurs font référence aux connaissances techniques agricoles. Et on arrive du coup à en quoi finalement la démarche d'autonomie est essentielle pour les éleveurs. Là, j'ai du coup présenté une vision croisée entre éleveurs et accompagnants. Du coup, c'est les résultats obtenus suite aux entretiens avec les éleveurs et les accompagnants. En ce qui concerne les éleveurs, 12 sur 20 ont mis en premier. J'avais différentes catégories, du coup, par exemple, réduire les coûts de production, qualité des aliments pour le bétail. Alors, je leur demandais de classer par ordre d'importance ces critères, au vu de la question posée, du coup, en quoi la démarche d'autonomie alimentaire est essentielle pour l'activité des éleveurs. Et j'en ai eu 12 sur 20 qui m'ont dit que ce qui était essentiel, c'était que cette démarche leur permettait de réduire les coûts de production. Et 6 m'ont dit que c'était pour la qualité des aliments pour le bétail. Et en ce qui concerne la vision des accompagnants, on a à peu près les mêmes résultats, sauf que du coup on en a 8 qui m'ont dit que c'était pour réduire les coûts de production.
Du coup, réduire les coûts de production semble être un critère essentiel pour les éleveurs et les accompagnants. Là, j'ai mis un petit verbatim d'un éleveur qui me disait malheureusement, le dernier, c'est pour faire des animaux de qualité parce que cette qualité n'est pas valorisable, parce qu'on n'a pas de filière tout à l'herbe. On espère que ça viendra un jour et on le pense. Ça, on y reviendra aussi tout à l'heure. En conclusion, en quoi la démarche d'autonomie alimentaire est essentielle pour les éleveurs? Du coup, en conclusion, les résultats obtenus avec les éleveurs et les accompagnants semblent cohérents. La démarche d'autonomie alimentaire est considérée comme essentielle pour réduire les coûts de production. Elle ne permet pas une meilleure valorisation des produits et cela s'explique par une absence de label leur permettant de valoriser leur démarche, ce que bon nombre d'éleveurs déplorent. Et enfin, la qualité des aliments pour le bétail semble être également une priorité pour les éleveurs. Et si 12 éleveurs sur 20 ont mis réduction des coûts de production comme critère prioritaire, cela signifie qu'il y en a 8 sur 20 qui ne considèrent pas ça comme prioritaire. Mais on a voulu savoir, en fait, essayer de voir s'il y avait des différences entre ces éleveurs qui ont dit réduction des coûts de production en premier et ceux qui ont mis du coup qualité des aliments pour le bétail. Est-ce que les éleveurs qui n'ont pas mis réduire les coûts de production, est-ce qu'ils avaient une démarche d'autonomie alimentaire qu'ils avaient débuté il y a plus longtemps? Et on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de caractéristiques particulières des éleveurs ayant mis qualité des aliments pour le bétail en priorité par rapport à ceux qui ont mis réduction des coûts de production. Du coup, performance agricole, d'un point de vue agricole, quels sont les critères qui peuvent permettre aux éleveurs d'être plus performants? On a voulu savoir quelle était l'origine des aliments achetés par les éleveurs. Et 3/4 des éleveurs interrogés achètent des aliments origine France, voire même locale. Et 1/4 des éleveurs ont spontanément précisé que les aliments qu'ils achetaient étaient non OGM. Et la grande majorité des aliments achetés par les éleveurs sont destinés à l'engraissement des animaux. Et sur 20 éleveurs interrogés, 4 n'achètent rien. Et enfin, 5 éleveurs sur 20 considèrent qu'ils ne pourront diminuer leur achat d'aliments qu'en travaillant sur la qualité des prairies et la qualité des fourrages et l'augmentation de la pâture. Voilà, comme le dit un éleveur, j'ai mis un verbatim, à voir si on arrive à avoir une évolution de la qualité et de la quantité de l'herbe produite en menant toute l'exploitation en pâturage non dynamique. On pourra corréler ça avec le chargement et la production d'herbe et non pas avoir des vaches monogastriques qui consomment des céréales à côté. Voilà, du coup, travailler sur la qualité des aliments pour le bétail semble être une priorité pour les éleveurs pour améliorer l'autonomie alimentaire de leur exploitation. Et les éleveurs sont sensibles à l'origine des aliments pour le bétail qu'ils achètent. Il y a eu un élément qui est ressorti lors des entretiens, c'est la question de la race. Et on s'est rendu compte que finalement, il y avait beaucoup d'éleveurs qui étaient limités, enfin, la question de la race était essentielle parce qu'elle bloquait parfois la démarche d'autonomie alimentaire. Du coup, j'ai mis trois verbatims qui me paraissaient intéressants pour illustrer cette question. Et j'en ai un du coup qui m'a dit l'engraissement aurait plutôt tendance à dégrader l'autonomie. Ça vient aussi du fait qu'on ne fait pas de céréales. Pour être plus autonome, il faudrait faire ces céréales ou changer de race avec une race moins exigeante. Le problème, c'est qu'en changeant de race et en nourrissant à l'herbe, on va perdre en régularité de la qualité de la viande avec l'herbe et ça entraîne une fluctuation de la qualité. La blonde d'Aquitaine est aujourd'hui une race qui me convient bien. Voilà, du coup, ce premier-là, il dit que finalement, l'engraissement aurait tendance à dégrader l'autonomie, mais par contre, il n'a pas envie de perdre en qualité et que, personnellement, la blonde d'Aquitaine lui convient bien. Après, on a un autre éleveur qui nous dit plutôt qu'avec la blonde, il n'arrive pas à engraisser aussi bien qu'il le voudrait à l'herbe, et du coup, c'est pour ça qu'il a un petit troupeau de Pyrénéica à côté qu'il développe et qui vient derrière pour demain, et voilà, qu'il essaye de préparer du coup l'avenir avec ce petit troupeau de Pyrénéica pour mieux valoriser l'herbe. Et enfin, un dernier qui me dit l'idée réellement c'est d'optimiser la production d'herbe pour être totalement autonome. Pour moi, l'objectif serait de basculer le strict minimum de céréales produits sur mes terrains dans l'alimentation bovine. Voilà, du coup, en conclusion, on peut dire que certains éleveurs ont évoqué le fait que leur race n'était pas adaptée à l'engraissement à l'herbe, mais au final, très peu envisagent de sauter le pas. Les raisons peuvent être variées, elles peuvent être culturelles, liées aux habitudes, liées à des raisons financières, psychologiques, ou même une mauvaise valorisation, parce que derrière, finalement, la qualité de la viande produite grâce à un engraissement à l'herbe et une race particulière n'est pas valorisée derrière. Voilà.
Si vous avez des questions, c'est pareil. Jean-Luc, si tu as des Non, questions. je disais que c'est surtout ça le problème. À l'herbe, on peut y arriver. Et déjà, il faut avoir une bonne production d'herbe. Oui, C'est l'engraissement. Donc, ça veut dire qu'au final, c'est le prix du kilo carcasse. oui, Voilà. Et pour pouvoir tenir un petit peu ce que pense une partie de ces gens, surtout quand on est avec des blondes d'Aquitaine, par exemple, ouais. il faut travailler en parallèle quand même sur les marchés, quoi, parce qu'en dessous de 6 euros carcasse, c'est pas la peine d'aller s'aventurer là-dessus. Et bon, le marché aujourd'hui, il n'est pas très très ouvert à des prix comme ça. Non, pas du tout, non. Et ça, c'était un des résultats, c'était que finalement, les éleveurs, ils me disaient, on a beau travailler sous cet engraissement à l'herbe, derrière, il n'y a aucun moyen de valoriser cette qualité. Et ça, c'était assez récurrent dans les réponses que j'avais avec les éleveurs. Là, on va passer à la performance économique. Du coup, les éleveurs sont-ils satisfaits de la santé financière de leur exploitation? Et ben finalement, j'ai eu voilà, une majorité d'éleveurs qui me disaient qu'ils étaient tout à fait satisfaits, voire satisfaits de la santé financière de leur exploitation. Et est-ce qu'ils ont vu une amélioration de la santé financière de leur exploitation à l'initiation de la démarche de leur autonomie alimentaire? Et j'en ai une majorité, du coup, qui m'ont dit un peu, voire beaucoup, oui. Voire beaucoup. Et voilà, du coup, la santé financière des exploitations semble peut-être s'être améliorée suite à la démarche d'autonomie alimentaire. Et comme dirait un éleveur, oui, parce qu'on gère nos coûts de production, enfin on croit qu'on gère parce que si on met beaucoup de mécanisation derrière, ça peut monter très très vite. Ça, on va y revenir par rapport à cette histoire de suivi des exploitations d'un point de vue économique. Voilà. Là, c'est une diapo qui présente en fait l'intérêt de l'apport d'informations économiques. Et ça, c'est des réponses que j'ai obtenues des accompagnants. Du coup, à la question, les éleveurs semblent-ils intéressés par cette question économique? Une majorité m'ont répondu oui, du coup 7 sur 10. Et à la question, considérez-vous qu'il serait bon d'utiliser l'argument économique pour motiver les éleveurs dans leur démarche d'autonomie alimentaire? 6 sur 10 ont répondu tout à fait. Et 3 sur 10 ont répondu un peu. Et un a dit pas vraiment. Là, j'ai mis un détail des réponses obtenues par les accompagnants. Euh, Par rapport à cette question de, voilà, considérez-vous qu'il serait bon d'utiliser l'argument économique? Du coup, la majorité m'ont dit tout à fait. Alors, pour des raisons différentes, c'est souvent, ça permet de concrétiser ce que mettent les éleveurs en place. Ça peut aussi être intéressant d'avoir des chiffres concrets sur l'apport économique de ces prairies. Et par contre aussi, il y en a qui me disent que finalement c'est assez compliqué parce que c'est quelque chose qui se joue sur le long terme. Et même d'autres aussi qui me disent que c'est difficile car il faut déjà qu'il y ait une bonne entente au sein du collectif pour aborder ces questions économiques. Et par rapport aux éleveurs, à la question pensez-vous qu'il serait intéressant d'utiliser l'argument économique pour motiver les éleveurs dans leur démarche d'autonomie alimentaire? La majorité ont répondu tout à fait. Par contre, voilà, j'avais des éleveurs qui m'ont dit c'est indirect et c'est long et c'est difficile à percevoir directement un résultat économique. Il y en a d'autres qui me disent qu'ils se posent des questions et du coup qu'ils voudraient en tout cas qu'ils se poser et voir ce que leur coûte une vache à l'herbe. Et voilà, ils aimeraient mettre des coûts sur la façon dont ils nourrissent leur troupeau. Et là après j'avais un éleveur qui fait des coûts de production de manière assez régulière avec le collectif et il dit du coup qu'ils font des coûts de production sans arrêt donc ça leur permet d'aller voir un peu plus loin. C'est vrai que quand on se compare aux autres et qu'on dit oh ben moi je mets beaucoup de concentré ou que là j'ai un coût de commercialisation élevé, c'est drôlement intéressant. Et du coup de se comparer avec les autres et de voir année en année comment ils progressent. Et finalement, est-ce que les bilans économiques, même si ces bilans économiques semblent satisfaire, cet aspect économique semble intéresser la majorité des éleveurs et interroger, est-ce qu'un bilan est systématiquement réalisé au sein des collectifs? Et je me suis rendu compte qu'en fait que très peu finalement de collectifs réalisaient des bilans économiques avec le collectif. Alors là, au niveau des chiffres, 3 sur 10 collectifs réalisent des bilans économiques,
4 le font de temps en temps et 3 ne le font pas du tout. Voilà. Du coup, par rapport à cette question de la performance économique, je me suis rendu compte que si l'apport d'informations économiques semble indispensable autant pour les éleveurs que pour les accompagnants, le suivi économique des exploitations réalisées au sein des collectifs n'est pas systématique. Et notons qu'un seul collectif réalise des coûts de production tous les ans, ce qui satisfait beaucoup les éleveurs. Et du coup, ce que je propose, c'est qu'il serait peut-être intéressant d'approfondir ce suivi économique par l'intermédiaire de coûts de production, par exemple réalisés avec les éleveurs au sein du collectif pour voir sur le long terme ce qu'apporte d'un point de vue financier finalement cette démarche d'autonomie alimentaire. Là, je vais développer une partie performance de la filière et je vais aborder la question entre autres de la valorisation des produits. Là, je pose la question des critères de qualité prioritaires pour les consommateurs et par rapport à une vision des éleveurs et des accompagnants. Du coup, on s'est rendu compte que, bon, finalement, les éleveurs et les accompagnants semblent être relativement en accord sur les résultats obtenus. Et d'après, en tout cas, les éleveurs et les accompagnants, le prix ne semble pas être un critère déterminant pour les consommateurs. Et le goût et l'origine de la viande semblent être des critères déterminants pour les consommateurs selon, du coup, les accompagnants et les éleveurs. Et selon un éleveur, quand on assure une traçabilité et un bien-être, naturellement, la viande est de qualité derrière et inconsciemment, le consommateur la trouve de qualité. Et finalement, cette viande, comment il la valorise? Du coup, il y a 4 éleveurs sur 20 qui utilisent majoritairement la vente directe, dont 2 n'utilisent que ce canal, ne valorisent que leurs produits par la vente directe. Et voilà, les circuits de commercialisation en vente directe et indirecte utilisés par les éleveurs, du coup, il y en a quand même une grande majorité une majorité qui utilise les coopératives. Et en ce qui concerne la vente directe, ils utilisent principalement, du coup, la vente à la ferme et les livraisons. Et au niveau des circuits de commercialisation, on se rend compte que finalement, c'est la vente directe qui est, selon eux, en majorité le plus intéressant financièrement et le plus satisfaisant. Cependant, cette vente directe reste assez complexe et elle reste aussi coûteuse en temps et en argent pour la mettre en place. Et on ne le voit pas forcément sur ces tableaux, mais suite aux entretiens que j'ai eus avec les éleveurs, ceux qui travaillent avec des bouchers sont généralement extrêmement satisfaits de leur collaboration avec les bouchers parce que les bouchers savent parler de leurs produits et ils valorisent leurs produits aussi bien que ce qu'ils pourraient faire et du coup ils ont un retour finalement de la vente de leur viande sans cette perte, cet investissement en temps et en argent. Voilà, du coup la majorité des éleveurs utilisent la coopérative, même si la vente directe reste le circuit de commercialisation le plus intéressant financièrement et le plus satisfaisant malgré des contraintes de temps et d'investissement. Et finalement, du coup, la démarche d'autonomie alimentaire, est-ce que les éleveurs, ça leur a donné envie de développer de nouveaux systèmes de circuits de commercialisation? La majorité des éleveurs, du coup, ont répondu ne pas avoir modifié leur circuit de commercialisation. Il y en a 2 qui ont par contre mis en place une collaboration avec un boucher, un qui a mis en place la vente directe et un éleveur qui essaye de développer une filière bio avec sa coopérative. Mais cependant, 12 éleveurs sur 20 envisagent assez clairement de développer de nouveaux projets de commercialisation dans les 5 ans à venir. Et ces nouvelles formes de commercialisation peuvent prendre la forme de la vente directe. Ils veulent développer approvisionner des boucheries, création de filières biologiques avec les coopératives, etc. Du coup, finalement, la démarche d'autonomie alimentaire ne les a pas incités, je dirais, à développer une nouvelle forme de valorisation de leurs produits, mais en tout cas, ils ont de nombreux projets de commercialisation dans les 5 ans à venir. Et on arrive à la dernière partie, à la performance dite sociale. Et là, on a voulu voir si on observe des modifications de la charge de travail et du bien-être au travail en lien avec cette démarche d'autonomie alimentaire. Et voilà, du coup, la majorité des éleveurs, 10 éleveurs sur 20 m'ont dit que leur charge de travail était selon eux acceptable, voire même très acceptable.
En tout cas, pour une majorité, leur charge de travail en lien avec l'autonomie alimentaire avait diminué, voire beaucoup diminué, et que leur amélioration du bien-être au travail avait un peu augmenté, voire beaucoup. Un petit commentaire par rapport à ces graphiques. J'avais remarqué lors de mon traitement des données que, que les éleveurs qui me disaient que leur charge de travail euh, était évaluée comme pénible, l'éleveur considérait que cette charge de travail avait augmenté suite à la démarche d'autonomie alimentaire. Mais quand la charge de travail était évaluée comme acceptable ou très acceptable, les éleveurs considéraient que la charge de travail avait diminué, voire beaucoup diminué, suite à l'initiation de la démarche. Cependant, du coup, le bien-être au travail semble avoir augmenté suite à l'initiation de cette démarche d'autonomie alimentaire pour diverses raisons, comme la satisfaction du travail bien fait, la simplification du travail ou le bonheur d'aller voir les vaches dehors. Et là, j'ai mis un verbatim d'un éleveur qui disait: aller voir les animaux, c'est un contact qu'on perd parce qu'on s'éparpille avec la vente directe, mais moi, j'aime bien le contact avec les vaches et les cochons. C'est un éleveur qui me disait qu'il aimait, du coup, grâce à cette démarche d'autonomie alimentaire, il avait renoué le lien avec ses animaux, qu'il allait souvent se balader pour aller les voir au champ et que, voilà, en plus, il souhaitait pas forcément développer la vente directe parce que son métier, c'était éleveur avant tout. Voilà, on arrive à la conclusion. Du coup, en ce qui concerne la performance agricole, on a remarqué une volonté de travailler sur la qualité des aliments pour le bétail, grâce entre autres à la technique du pâturage tournant dynamique afin d'augmenter l'autonomie de l'exploitation. Mais la question de la race semble être un verrou chez certains éleveurs pour la valorisation de l'herbe. En ce qui concerne la performance économique, approfondir le suivi économique des exploitations, le collectif semble être une belle opportunité pour les éleveurs pour réaliser des coûts de production. L'autonomie alimentaire semble améliorer le bien-être des éleveurs. Et enfin, les éleveurs ont peu de moyens pour valoriser commercialement leur travail et la qualité de leurs produits en lien avec leur démarche d'autonomie alimentaire. Voilà, merci à vous. Et je voudrais finir sur une phrase d'un des éleveurs que j'ai beaucoup aimé qui disait: je n'aurai jamais la prétention de produire une viande qui sera la meilleure dans l'assiette. Par contre, j'aurai la prétention de produire une viande saine, issue d'un élevage sain, où l'animal est respecté, où la nature est respectée. J'ai très peu de prétentions, mais j'ai au moins celle-ci. Du moins, j'essaye. On arrive à la fin. Du coup, si vous avez des questions, remarques ou des choses à ajouter par rapport à votre vécu avec les éleveurs, n'hésitez pas. Moi, la question que je me poserais, est-ce que le choix de ces 10 groupes, Oui, c'est homogène ou hétérogène par la spécificité de l'élevage, par le contexte pédoclimatique, voilà quoi, parce qu'on va du sud-ouest, voire même un peu est, ouais, jusqu'au nord. ouais, Les choses sont quand même relativement différentes parce que j'ai vu quand même que 50% là, des éleveurs engagés dans ces J2E pratiquent le pâturage tournant. Je trouve que c'est beaucoup. Tournant dynamique, hein. On est bien d'accord. oui, oui, ouais. Euh, donc c'est en termes d'homogénéité de l'échantillon global, quoi. Ouais, ouais. Après, on a essayé d'être le plus homogène possible sur certains critères. Après, faut toujours se rappeler que c'est une étude qui a duré 6 mois, du coup c'est très peu. Et Oui. après, on a aussi voulu suivre 10 collectifs pour que ce soit assez représentatif. Et après, on a fait aussi en fonction finalement des collectifs qui étaient d'accord pour s'investir et dans le projet. Et après, on a essayé d'homogénéiser finalement l'échantillon, enfin, en tout cas, voilà, en travaillant que sur les bovins viande, avec des éleveurs qui engraissaient au moins une partie de leur troupeau à l'herbe et, euh, et qui travaillaient sur la thématique d'autonomie alimentaire. Après, c'est vrai qu'au niveau du territoire, la grande majorité, quand même, enfin, sont dans le sud-ouest. Voilà. Après, il y a toujours des limites à l'étude. Après, peut-être que oui, ça, c'est une des limites de l'échantillonnage. Voilà. D'accord. Camille, est-ce que tu as des questions? Non, non,
Je t'entends très mal. Ah ouais, ça va mieux comme Ouais, ça. c'est super, ouais, ouais, merci. Ouais, ouais, je re-regardais la carte pour voir un peu. Non, non, mais c'est intéressant d'avoir le retour de ce qui se passe dans les autres GI2E. Mais concrètement, oui, c'est ce qu'on voit bien dans le nôtre, hein. Oui, du coup, par rapport Et, à quoi? et ben, par rapport à leurs objectifs, hein, euh, ouais, réduire les coûts de production, et après toujours cette volonté d'essayer de valoriser la viande à l'herbe Oui, ouais, dans une filière, mais voilà, rien n'existe aujourd'hui. d'accord, ok. Après, c'est vrai qu'on parle peu de filière derrière, ouais. Vous parlez peu de filière? Bah, disons que ouais, ils disent qu'il n'y a pas de filière, mais on parle peu ouais, des attentes de la filière longue ou de. Au sein du collectif, tu veux dire? Ouais, je crois, ouais. Ouais, 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 c'est surtout, on parle surtout de, ouais, de créer une nouvelle filière, de créer quelque chose qui n'existe pas encore aujourd'hui. Oui. Mais ouais. Vous y Non, non, mais travaillez, sinon, vous y travaillez, ça, avec le collectif sur... enfin, j'avais réalisé une autre étude avant et les collectifs, ils travaillaient, j'avais l'impression, plus sur la volonté de travailler avec le groupe pour valoriser leurs produits ensemble. Il y avait ce lien avait été créé en fait entre éleveurs au sein du collectif et du coup ce lien de confiance, ils voulaient en profiter pour valoriser leurs produits ensemble. Du coup, voilà, auprès du coup, c'était pouvait être auprès de supermarchés ou créer même leur marque. Et là, je l'ai pas forcément, pas du tout ressenti même lors de mes entretiens. Euh, les eh éleveurs, ben nous, ils en avaient parlé, mais en gros, ils ont parlé à un moment de reprendre un magasin de producteurs et d'y vendre leur viande. oui, Sauf que, en fait, dans la pratique, le GI2E, il tourne vraiment autour des formations sur le pâturage tournant dynamique et puis des retours d'expérience, oui, mais pas sur la valorisation de la production derrière, ouais. oui, d'accord, ouais, ouais. Oui, finalement, ça s'arrête. Souvent, ça, finalement, le collectif là, il s'arrête au partage de connaissances et à l'apport de technicité plus qu'à la partie valorisation derrière. Ouais, bah après, ce qui est pas évident, c'est de savoir qui doit s'en charger, quoi. Oui, Dans le sens où ouais, les éleveurs sont censés un peu s'appuyer sur comment dire, l'animateur du collectif. Est-ce que c'est l'animateur bah, d'initier un peu des mouvements, des choses, quoi. ouais, Mais enfin, ouais, moi je trouve qu'une des difficultés dans ce collectif, c'est de le faire vivre et de le maintenir, hein. Et ouais, de réussir à maintenir un peu un fil conducteur. oui. De faire venir les éleveurs, c'est ça aussi. Ouais, c'est ça aussi, ouais. D'accord. Et puis d'élargir, en fait. C'est vrai que élargir bah, plus que juste faire des formations, quoi. Enfin, réussir à être un peu ouvert sur le reste, c'est pas évident, ouais. Sur le reste du coup de ce qui se fait ailleurs ou proposer à d'autres éleveurs de venir participer aux Non, formations. juste, non, à être ouvert sur et ben, tout ce qui touche pas forcément à l'herbe, en fait, donc c'est super, le côté pâturage tournant, voilà, c'est essentiel. Sauf qu'il y a aussi tout le reste, quoi, à côté, ben, ils l'ont dit, enfin, il y a quand même une bonne partie qui achète des céréales. Ça, on n'en parle pas trop. On parle pas trop de finir autrement, de justement la valorisation. Euh, ouais, en fait, tout ce qui est autour de l'exploitation et qui touche pas à l'herbe, on n'en parle pas trop, ouais. D'accord. Et je pense que ça manque pour avoir une approche globale, mais Oui, oui. Oui, ça manque pour avoir ouais, une approche un peu systémique de l'exploitation, quoi. ouais, c'est ça. Ouais, d'accord. Ok. Je sais pas si tu as quelque chose à rajouter, Jean-Luc, par rapport à ça. Je sais pas si tu as bien entendu déjà. Oui, 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 j'ai bien entendu, ouais. Ouais, ouais. Non, pas. Non, non, je suis d'accord, moi, assez avec ce qu'il dit, quoi. Ouais, Même si moi j'ai deux groupes où l'approche est différente et où sur l'un, l'autonomie fourragère, oui, mais autonomie céréalière aussi. Parce que quand on a la possibilité d'être dans des systèmes polyculture élevage, oui, on peut développer quand même l'engraissement avec des céréales, même s'il faut valoriser l'herbe. oui, 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 oui. Et moi, j'ai un groupe qui est un petit peu plus axé sur ça. Et quant à l'autre, bon, il est entièrement dépendant de sources céréalières, donc il est beaucoup
de tourner vers un système RPAG tel que c'est décrit là dans la présentation. D'accord. Ok. Ok. Et je sais pas par rapport à la question de la réduction des coûts de production par rapport à ce suivi économique. Euh, je sais pas ce que je me rappelle. Camille, tu avais fait des travaux toi par rapport à ça. Et je sais pas si ça vous paraît pertinent en fait finalement à tous les deux de travailler sur ces coûts de production et avoir un suivi économique beaucoup plus, enfin, je dirais, récurrent avec les éleveurs, et en tout cas avec les collectifs. Eh ben, plus que plus que l'approche coût de production, moi je veux plus un diagnostic d'exploitation. Ouais, Euh, ouais, peut-être mensuel, annuel, pardon. Avec un peu initialement les objectifs des éleveurs, enfin des agriculteurs, voir un peu comment ils avancent et tous les ans faire un peu un bilan des objectifs. Est-ce que c'est toujours les mêmes? Est-ce qu'ils ont changé? Les difficultés rencontrées, enfin, et du coup les aménagements qu'ils ont fait sur leur exploitation et dans leur tête à eux pour la mise en place de leur système, quoi. d'accord. Après, si, sur les coûts de production, ce serait intéressant. Mais Parce que dans ce diagnostic que tu fais, il y a une partie économique quand même? bah, sur les investissements, ouais. Oui, Sur les investissements liés au... Alors, si, il y a la partie achat de nourriture, quoi, donc fourrage, céréales. ouais, Et sur la partie investissement liée au pâturage tournant, ouais. d'accord, ok. Et du coup, est-ce que vous, avec ce diagnostic, tu arrives à voir en fait une amélioration la comptabilité des éleveurs, par exemple, suite à leur démarche d'initiation, leur démarche d'autonomie alimentaire? Non, j'ai pas de retour, non, c'est encore trop récent et c'est déjà compliqué d'avoir les diagnostics, mais... Oui, oui, d'accord, ouais. Ok, ok. Et Jean-Luc, je sais pas si toi tu... Ben, moi, sur mes groupes, c'est pas ce qui a été mis en avant, même si indirectement, on travaille sur les coûts économiques. Oui, Euh, mais c'était pas du tout ça. Dans d'autres problématiques, tout est lié, hein, d'accord. mm, Et puis la difficulté, c'est l'hétérogénéité du groupe. oui, tu Euh, m'avais parlé de ça, oui. Oui, donc, c'est plus une approche sur l'intérêt d'intensifier, par exemple, les productions fourragères, les adaptations au contexte pédoclimatique. mhm, Quel est le surcoût que ça engendre, quel que soit le système. Et faire une approche sur le coût économique par exploitation, avec la diversité, non, c'est pas ce qui ressort des gens que moi je côtoie. d'accord. Même si j'ai vu là que c'est une majorité dans l'enquête des 10 groupes. Oui, 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 oui. Une grande majorité qui trouve ça en tout cas intéressant, quoi. Ouais. Ouais. Parce que... parce qu'après aussi, peut-être que je l'ai pas mis assez en avant dans la présentation, mais là, cette démarche d'autonomie alimentaire, finalement, elle est... Il y en a certains, par exemple, qui vont... ça peut-être rejoint votre remarque, là, Jean-Luc, sur le fait qu'il y a peut-être un manque d'homogénéité entre les collectifs. C'est que cette démarche d'autonomie alimentaire, elle est réfléchie euh, plus ou moins différemment en fonction des éleveurs, parce qu'il y en a, par exemple, cette démarche d'autonomie alimentaire. Alors, ils vont le baser sur l'herbe, mais d'autres aussi vont le baser dans un système de polyculture élevage, sur l'engraissement avec des céréales aussi. Et du coup, ce que ça signifie que ils vont devoir investir dans une fabrication d'aliments à la ferme. C'était le cas chez certains éleveurs. Et finalement, cette fabrication d'aliments à la ferme, elle demande de très lourds investissements pour les éleveurs et sans vraiment savoir derrière ce que ça va leur apporter. Et en tout cas, ces données sont pas forcément chiffrées. En tout cas, ils n'ont pas su me les donner.
Et c'était aussi parfois les limites, en fait, une des limites que m'ont évoqué les éleveurs, c'est que, euh, voilà, ces données chiffrées, là, par rapport à cette démarche d'autonomie alimentaire. Après, c'est pas forcément le rôle du collectif, peut-être. Mais, Voilà, voilà. moi je l'avais Ouais, pas ressenti. Même si, forcément, il faut toujours travailler avec en arrière-pensée l'amélioration du revenu. ouais, ouais. Et donc, les coûts alimentaires, les coûts de production, etc. Mais c'est pas le point essentiel qui a fédéré des gens à travailler sur une thématique, sur Bien la sûr. thématique de l'autonomie alimentaire. Ouais, ouais, bien sûr. Mais après, c'est vrai qu'elle est quand même essentielle parce que c'est ce qui les fait vivre, quoi. Oui, Voilà. Après, c'est une réflexion que j'ai parce que, ouais, j'ai une réflexion que j'ai, c'est pas, il n'y a pas du tout de, enfin, y a pas du tout de jugement là-dedans, c'est une réflexion que j'ai aussi moi de manière plus large sur l'amélioration de l'accompagnement de ces éleveurs, quoi. Alors, est-ce que c'est le collectif qui doit y travailler là-dessus ou est-ce qu'il y a une autre forme d'accompagnement qui peut se mettre en place pour suivre ces éleveurs sur cette question-là? Pour avoir un suivi peut-être plus systémique ou en tout cas prendre en compte un peu plus cette partie économique, quoi. Parce qu'en tout cas, les éleveurs qui faisaient des coûts de production de manière régulière, ils étaient, en tout cas dans mon étude, ils étaient enchantés, quoi. oui, Voilà, c'est tout. oui. Et généralement, ce sont des têtes de réseau, ces gens aussi. Effectivement, ceux qui ont beaucoup plus de notions sur leurs coûts économiques, Ouais, généralement, ils sont quand même un peu moteurs là-dessus. Parce qu'effectivement, la finalité, c'est une continuité. Améliorer l'autonomie alimentaire, c'est d'un point de vue technique. ouais. Et forcément, on va arriver à des coûts au kilo de croix produit. Donc l'économique, elle décline de l'autonomie alimentaire. Hmm. Oui, mais c'est sûr. Mais bon, oui. Camille, je sais pas si tu as quelque chose à rajouter. Euh, Non, c'est bon pour moi. C'est bon pour toi? Ok. Parce que ce que je voulais dire par rapport à ça, Jean-Luc, c'était que généralement, il développe l'autonomie alimentaire pour améliorer l'économique, mais sans avoir forcément de données chiffrées sur économiquement ce que ça apporte l'autonomie alimentaire. C'est tout. Ouais, Voilà. ouais. Mais voilà, après, c'est une remarque et voilà. C'était un des résultats. Non, Voilà. non, mais c'est vrai, c'est vrai. Voilà. Je sais pas si vous avez autre chose à rajouter par rapport à la présentation. Et bah, pour moi, c'était très clair. Merci beaucoup. De rien. C'est la première fois pour moi que j'organise une restitution comme ça. Du coup, j'espère que ça a été, oui, que ça a été clair. Mais bon, visiblement, ça l'a été. Ouais. Ok. Ben, je pense que, du coup, si vous avez rien à rajouter, on peut dire que c'est bon. Ouais. Non, moi, c'est bon. Ouais, ok. Ok. Très bien. Merci Marine. Ben, merci à vous.